4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la SEW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Bonjour YouTube, comment ça va YouTube? J'espère que tu vas bien YouTube, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et l'épisode numéro 73 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016, on est au mois d'août 2010 et au programme le booking complet du 8e mois de l'année avec non pas 4 mais 5 shows puisque vous le savez en toute fin de ce mois il y aura AEW Bash at the Beach, l'avant-dernier pay-per-view de notre année. On s'était laissé lors du dernier show de l'épisode 72 sur The Nest qui avait battu Katsushika Okada et Kota Ibushi Japan Style, un match remporté par Tyler Black et Jon Moxley avec l'intervention botchée de Rami CBI qui a vu aux abords du ring Shelton Benjamin, et quand il a vu Shelty B, il a vu rouge et malheureusement il a frappé malencontreusement l'ami Kota Ibushi. Ça a permis Honest, qui essaie de se reconstruire en vue d'aller chercher les titres par équipe, d'aller chercher une belle victoire. On avait fait un bon 76 de rating, on a fait d'ailleurs des shows très qualitatifs lors du dernier mois avec un gros 87, puis un gros 86, un très bon 80 et un correct 76. On espère faire aussi bien sur ce mois d'août avec en plus, on le rappelle, un mois de pay-per-view. On espère que ça va très bien se passer. Des incidents backstage à traiter, un incident impliquant Melina Perez et Chris Benoit. Melina Perez amenée à la cour des catcheurs accusée d'avoir oublié de payer sa note au bar. Le juge Chris Benoit l'a rendu coupable et sa sentence est de payer un coup à boire à tout le monde après le show avec Chris Benoit. Quand tu oublies de faire quelque chose, tu bois un coup. Je boucle le show de mon côté, on en parle juste après. Ne bougez pas. Nous sommes au AZ Desert Sun Stadium dans la région du South-Ouest, une région où on doit gagner de la popularité. Un peu plus de 9000 pèlerins présents dans les gradins et on démarre avec un gros 80, les hostilités de ce premier Dynamite du mois d'août 2010 avec Doug Williams et Jetta présents dans le ring. Doug Williams, la semaine dernière, il a battu l'ami Dave Finlay, l'Irlandais bagarreur qui voulait le corriger. Doug Williams a remporté le match, il fait absolument pas mention de l'intervention de Jetta, et Doug Williams, après cette victoire, eh bien, il veut désormais honorer sa reine, parce que oui, il l'a protégée dans ce match Irlande face à l'Angleterre, et désormais il veut faire brailler l'Angleterre en offrant à sa reine Jetta quelque chose de grand, un présent important, et pour cela il challenge ce soir Chris Benoit à un AEW World Championship Elimination Match, c'est-à-dire que si Doug Williams remporte le match face à Chris Benoit ce soir dans le main event, il obtiendra une chance pour la ceinture. Et Chris Benoit, qui a déjà battu Doug Williams, qui considère cet adversaire et qui en plus reconnaît son récent momentum et surtout son importance au sein de la compagnie, lui octroie cet éliminateur match ce soir dans le main event. Doug Williams a fait du très bon travail pour improviser avec la foule, tout comme Jetta. L'ami Chris Benoit a été très bon également, et la storyline Nox versus Jetta Acte 2 avance avec ce segment. Brandon Tomaselli face à Randy Orton, histoire de donner encore un peu plus de momentum à Randy Orton. Franchement, il en a pu savoir quoi en foutre, mais que voulez-vous, bonne hit et bon catch. Randy Orton défait Brandon Tomaselli en 10 minutes 44 avec le
KO, d'une bonne chemistry apparemment entre ces deux garçons. On pourra refaire des Brandon Tomaselli, Randy Orton dans le futur. Performance de 60 de Brandon Tomaselli et de 79 de Randy Orton. À l'issue de ce match, Randy Orton va être confronté par Samoa Joe, qui, on le rappelle, a battu Austin Aries, et puis surtout, ces 2 dernières semaines, ces 2 membres de la Legacy, Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, il les a fait taper sous son coquina clutch, et désormais, il veut une opportunité face à Randy Orton. Un énorme jeu de regard entre les 2 garçons, on sent beaucoup de tension, et Paul Heyman annonce que du côté de Bash at the Beach, Randy Orton fera face à Samoa Joe. 85 de rating, énorme segment qui me fait 85. Randy Orton a très bien improvisé, tout comme Paul Heyman, et la storyline It's All About Heritage avance et gagne de la hit. Shelton Benjamin qui fait face à Colt Cabana dans le match Steal the Show de la soirée, superbe catch, bonne hit, et bon, on l'a un peu teasé ce match-là après l'intervention de Colt Cabana qui a décidé de confronter Shelton Benjamin lors du dernier show de la dernière vidéo. Shelton Benjamin qui donc confronte Colt Cabana ce soir dans le ring, et ça nous fait un très bon 78 de rating, des performances de 79 de Colt Cabana, 82 pour Shelton Benjamin. En plus, ils ont une excellente chemistry quand ils s'affrontent. Victoire de Shelton Benjamin bien sûr dans ce match en 14 minutes 27 via pinfall avec le Dragon Whip. À l'issue de la victoire de Shelton Benjamin, Rey Namero va forcément interviewer ce dernier, mais pas par rapport à sa victoire, mais plus par rapport à ses agissements de ces dernières semaines, et notamment les distractions répétées lors des matchs de Katsushika Okada, notamment pour le championnat par équipe il y a 2 semaines, et puis également pour l'affrontement de Katsushika Okada et de Kota Ibushi face, on le rappelle, au Nest la semaine dernière. Et Shelton Benjamin, il fait mention du fait que ce n'est pas de sa faute la semaine dernière si Katsushika Okada a perdu le match. C'est Rami Sebeyi qui est intervenu, qui a frappé Kota Ibushi. Et Shelton Benjamin, il fait pas mal de mind games et ça plaît pas du tout à un homme. C'est Katsushika Okada, accompagné bien évidemment de sa nouvelle manageuse Hiroko Suzuki. Et par le biais de cette dernière, Katsushika Okada veut challenger one-on-one Shelton Benjamin. Et forcément, Shelton Benjamin, tu t'imagines bien qu'il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un match face au champion pour le championnat, parce qu'il est gavé de momentum. C'est ce qu'il cherchait, sauf que ça va pas vraiment se passer comme ça, puisque Rami Sebeyi va les couper. Rami Sebeyi, il va faire comprendre à Katsushika Okada que ces dernières semaines, le responsable de tous ces malheurs, c'est Shelton Benjamin, et que s'il y a bien un mec qui doit affronter Shelton Benjamin, c'est Rami Sebeyi. Alors bien évidemment, on le sait, la relation entre Katsushika Okada et Rami Sebeyi est au beau fixe, ils sont potes dans notre réalité virtuelle, et ils vont finalement s'accorder à aller challenger Shelton Benjamin à un match par équipe. Et c'est vrai que Shelton Benjamin, vu de son attitude et surtout de sa récente apparition dans les coulisses de la All Elite Wrestling, il a peut-être pas forcément beaucoup de copains. Et donc Shelton Benjamin va devoir se trouver un partenaire pour faire face à cette équipe redoutable de Katsushika Okada et Rami Sebeyi. Rey Namero a très bien improvisé durant ce segment, même si sa gimmick est un petit peu stale, donc ça veut dire qu'elle stagne. Shelton Benjamin a très bien improvisé, il s'améliore à sa gimmick. Hiroko Suzuki par contre n'a pas été bonne, tout comme Rami Sebeyi. Mais écoutez, la storyline avance, perd un peu de hit, on sera bien évidemment regagné la semaine prochaine. BG James face à Jay Briscoe, ça nous fait plutôt un match décent de 67 avec des performances quasi similaires, 64 de BG James, 63 de Jay Briscoe, bonne hit, décent catch, 9 minutes 42 de combat qui va voir la victoire de BG James face à Jay Briscoe qui voulait justement corriger et donner une bonne leçon à BG James qui ces dernières semaines avec Kip James ne s'était pas forcément très bien comporté, des victoires pas clean face, on le rappelle, aux Tomaselli Brothers, et puis surtout l'intervention, on le rappelle également, de ces mêmes New Age Outlands lorsque Jay Briscoe affrontait la semaine dernière Shelton Benjamin. Et là, la victoire va revenir à BG James qui va défaire Jay Briscoe en 9 minutes 42 via le Dog Pound, après à nouveau une distraction de Kip James, une victoire qui n'est, vous vous en doutez, pas clean. À l'issue de ce match remporté avec un petit peu de gruge, voire beaucoup, les New Age Outlands vont s'autoproclamer challenger numéro 1. Ils ont battu Brandon Tomaselli et Vito Tomaselli, les Tomaselli Brothers la semaine dernière, et là ils viennent de faire de tomber victorieux, enfin surtout BG sur Jay Briscoe, qui est la moitié des Briscoes, qui est surtout le garçon et l'homme fort
de cette équipe et qui en plus, on le rappelle, est gavé de momentum. Seulement, ça va pas forcément plaire, on l'imagine, aux Briscoes qui vont s'insurger de cette autoproclamation parce que eux, ils considèrent que BG et Kip James, ça triche beaucoup et que cette victoire en singles competition ne doit pas justement leur permettre d'avancer dans la division par équipe et justement d'obtenir un match de championnat dans cette division par équipe. Il y a pas mal de tensions, pas mal de noms d'oiseaux qui fusent et tout ça va être coupé par Travis Hummel, Mike Mizanin et Becky Belles, les Young Wolves, le Wolfpack, qui sont les actuels champions par équipe, qui leur dit les gars écoutez, vous battez pas, ça va bien se passer, vous avez tous des prétentions et tous vous méritez potentiellement une opportunité au titre, donc c'est très simple, la semaine prochaine on vous offre cette possibilité, triple threat par équipe pour les championnats donc de la fédération, Travis Hummel, Mike Mizanin, qui n'ont pas peur et qui vont donc remettre la semaine prochaine dans un combat triple menace leur championnat par équipe. Kip James qui n'a pas été bon pour aller en industrie, tout au contraire de BG. Jay Briscoe, ça a été dégueulasse. Travis Hummel a très bien improvisé. D'ailleurs, la performance de Travis Hummel a été jugée bonne. Et la storyline Generation Collision avance avec ce segment. Et enfin, le main event qui nous fait un gros 81 de rating, match exceptionnel entre Chris Benoit et Doug Williams. Honnêtement, je m'attendais pas à moins. Performance de 80 de Chris Benoit, 86 de Doug Williams qui était meilleur sur ce match. Chris Benoit va donc battre Doug Williams en 18 minutes 10 via pinfall avec le diving headbutt. Et oui, match compétitif qui va se terminer par le finisher de Chris Benoit, tombé 1, 2, 3 et surtout après la distraction de Rebecca Knox qui est sortie du public et qui est allé attaquer Doug Williams qui lui a mis un énorme coup de poing américain avec une énorme frappe qui a fait vaciller Doug Williams qui a fait 3 tours sur lui-même et donc qui derrière s'est pris le diving headbutt d'un Chris Benoit qui avait lancé dans les cordes et ça permet à Chris Benoit d'aller donc conserver non parce que le titre n'était pas en jeu mais tout du moins de battre Doug Williams dans ce match éliminator et on le rappelle cette storyline Knox vs Jetta Act 2 avance grâce à ce segment puisqu'il y avait Jetta qui était présente à la table des commentateurs. 82 rating avec un show qui améliore notre popularité dans les 13 régions où nous sommes diffusés. Franchement, c'est un très bon début pour ce mois d'août, alors qu'on a le beau profil de Mike Quackenbush, je crois qu'il était recommandé à un moment donné dans mes Hide James, qui a débuté en novembre 1991. Pas se cacher, c'est un petit peu vieux, ça nous intéresse pas des masses. Au niveau donc des news, Becky Belles qui a été donc contactée, apparemment virée de la RWGP, pourquoi pas. Jetta qui voit la WWE lui refaire une offre de contrat, à voir si c'est vraiment sérieusement considéré. A priori non, ce n'est pas considéré par Jetta puisque seulement 13 270 $ par mois sur 4 ans, pas de bonus, pas de prime à la signature, c'est vrai que c'est beaucoup moins que ce qu'on lui propose, c'est-à-dire les 16 000 $, les 4 ans, pas de frais couverts, mais effectivement 10 000 € à la signature, donc pas de souci, on est l'offre qu'elle considère sérieusement, on va pas se repositionner, 16 000 $, c'est déjà bien là, c'était des ratings de 4.65, parfait. BG James qui nous dit que Mark Briscoe ne connecte pas avec les fans, il va peut-être falloir lui apprendre à bosser, et Randy Orton nous dit exactement la même chose. Randy Orton, décidément, c'est assez compliqué de lui faire dire des choses gentilles sur ses pairs. Mais bon, le Randy Orton de 2010 qui était un peu un connard backstage. Ça s'est un peu calmé, heureusement, ensuite. Donc 9000 pèlerins présents dans les gradins, 4.65, 3 489 000 personnes qui regardaient donc le show via la Sky Sport 2 en Nouvelle-Zélande et via la WB aux États-Unis et au Canada. C'est un petit peu plus que la semaine dernière. En même temps, c'est vrai qu'on fait 4 points de plus que la semaine passée. C'est un bon début pour ce mois d'août. On espère bien sûr que les prochains shows vont être de cet acabit pour continuer à gagner en popularité et en importance. 10 929 pèlerins présents au TX Freeman Coliseum. Nous sommes dans le Mitsouf et nous démarrons avec un énorme 86 de rating des hostilités de ce second Dynamite du mois d'août 2010 avec un retour, celui de Steve Austin qu'on avait pu vu depuis Double or Nothing et son main event victorieux face à Kevin Nash où il avait battu le leader des Gentlemen et forçant du même coup son pire rival de l'histoire de la All Elite Wrestling, à être très loin de ce groupe qu'il avait créé. Steve Austin prend le micro, nous explique qu'il a vécu
pas mal de choses depuis novembre dernier et son retour, champion par équipe, des hauts et des bas avec Jon Moxley, des hauts et des bas également dans son entreprise de démolition des Gentlemen, un turn de l'ami Jon Moxley sur sa personne, un match de championnat perdu du côté de Révolution, un multi-man match pour le titre mondial de la fédération, et puis du côté de Double or Nothing, un affrontement face à Kevin Nash, un affrontement qui forcément avait beaucoup d'enjeux, la carrière de Steve Austin face à la place de leader de l'ami Kevin Nash dans le groupe des Gentlemen. Steve Austin a démantelé à sa façon les Gentlemen et maintenant Steve Austin veut une dernière danse pour le championnat mondial de la fédération. Steve Austin il le dit, je deviens de plus en plus vieux, j'ai de moins en moins de résistance, je suis de moins en moins motivé à l'idée de me battre à temps plein pour une fédération, mais je veux un dernier spot, je veux en tant que double champion du monde de la All Elite Wrestling, en tant que visage de cette compagnie, pouvoir avoir un dernier shot au titre mondial de la fédération. Et Kevin Steen va se pointer. Kevin Steen, Steve Austin, on le sait, il y a une longue histoire. Il y a 2 ans, ils s'étaient affrontés du côté de Bash at the Beach pour le championnat mondial de la fédération. Kevin Steen en fait référence. Il nous parle aussi du fait que Rami CBI lui a coûté la victoire et qu'à cette époque-là, Steve Austin aurait déjà dû perdre son championnat à son profit. Mais Kevin Steen, son point, c'est que pour avoir un match de championnat, il faut le mériter. Et une victoire face à Kevin Nash, qui n'était plus que l'ombre de lui-même il y a un peu plus de 2 mois et demi, ce n'est pas suffisant pour obtenir le Graal, obtenir un match de championnat face à Chris Benoit. Kevin Steen, il revient sur ses accomplissements, le fait qu'il ait, on le rappelle, unifié le titre TNT et le titre intercontinental. Il a battu Rey Mysterio, il a battu Samoa Joe, tout ça pour avoir une chance au titre mondial détenu par Chris Benoit, qui est le champion depuis une multitude de mois maintenant du côté de la All Elite Wrestling. Et Steve Austin, il écoute Kevin Steen faire son curriculum vitae, montrer aussi et mettre en avant ses accomplissements, et Steve Austin lui dit bah écoute, ça tombe bien que tu sois là, que tu sois Fray Despo, que tu aies ta tenue de ring, parce que moi j'ai envie de monter dans la hiérarchie, et ce soir vu que t'as rien à faire et moi non plus, et on va s'affronter dans le main event, histoire que je gagne ma place pour affronter l'ami Chris Benoit. 86 de rating, et la storyline Steve Austin for a Last Dance avance bien évidemment avec ce segment. Elle a même commencé avec ce segment. On retrouvera ces 2 garçons-là ce soir dans le main event. Le match de championnat du monde par équipe, et oui, les titres mondiaux sont en jeu. Le Wolfpack face aux Briscoes, face à New Age Heartland, match descend sur le papier. On fait un petit 76, c'est vrai que généralement, on est plutôt habitué à aller taper les 80 pour les matchs de championnat, et surtout pour les matchs impliquant Travis Hummel et Mike Mizanin, avec un Travis Hummel qui fait un 78, 66 pour Mike Mizanin, 73 pour BG, 65 pour Kip, 41 à 42 pour Jay et Mark Briscoe. Autant vous dire qu'ils n'ont pas vraiment beaucoup perfait. Match descend sur le papier. Les Wolfpack vont bien évidemment conserver leur championnat mondial de la fédération. Excusez-moi, j'allais faire un petit rototo. Mike Mizanin a défait Mark Briscoe, qui était clairement le maillon faible, avec le reality check, et donc va aller chercher sa 4e défense de titre mondial par équipe, ce qui va encore permettre de mettre plus de hits entre les Briscoes et les New Age Heartlands, histoire de poursuivre cette rivalité et de la faire s'envenimer. Les Wolfpack, toujours champions bien évidemment mondial par équipe. Absolument pas. Shelton Benjamin au micro de Rena Mero nous explique qu'il a un partenaire, parce qu'ok, ouais, il fait pas l'unanimité par rapport à son comportement depuis qu'il est arrivé à la All Elite Wrestling, il fait partie des nouveaux des backstage, mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas de contact, parce que oui, Shelton Benjamin, il a formé des mecs, et oui, pendant une certaine période, et notamment le garçon qui va l'accompagner ce soir, plus tard dans le show, pour affronter Rami Sebi et Katsushika Okada, lui aussi un afro-américain qu'il a coaché et entraîné de A à Z, et Shelton Benjamin, il va nous le présenter ce soir, un peu plus tard dans le show, lorsqu'il affrontera Rami CBI et Katsushika Okada. Shelton Benjamin qui n'a pas été bon pour aller en dehors du script, mais la storyline Too Much Respect avance avec le segment, c'est le principal.
Derrière, gros segment, même si ça nous fait qu'un 72 dans mon esprit, c'est un segment qui est vraiment marquant, puisque oui, Jetta va intervenir avec Doug Williams, Sheamus et Drew Galloway sur le ring. Jetta, vous la connaissez, elle va demander à ce que Doug Williams lui mette sa couronne sur la tête, pas la bonne, hein, couronne qui est pas aussi belle que celle que lui a chopé Rebecca Knox. On va lui demander aussi de lui amener son trône, lui mettre sa cape. Ah, Sheamus, Drew Galloway vont s'exécuter, et Jetta, elle nous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière avec Rebecca Knox qui a mis son nez dans le business de la UK Alliance en coûtant le match à Doug Williams alors qu'il allait remporter son eliminator match face à Chris Benoit et challenger pourquoi pas au prochain pay-per-view l'actuel champion du monde. Mais voilà, encore une fois, ces Irlandais n'ont pas de respect pour la souveraineté anglaise et ça suffit. On en a marre, Jetta, de ce petit respect des Irlandais qui mettent finalement en doute son règne et surtout qui lui contestent sa place de reine incontestée de la All Elite Wrestling. Alors Jetta, elle va choper un drapeau irlandais dans le public et elle va le donner à Sheamus et va lui demander de le brûler à l'aide d'un chalumeau. Et Sheamus, en étant irlandais, forcément vous imaginez bien qu'il doute un petit peu, il sait pas trop quoi faire, il est un peu embêté avec la situation. Jetta et Doug Williams qui lui dit brûle-le, brûle-le, brûle-le ce drapeau. Là tu appartiens à la UK Alliance, l'Irlande c'est le passé, ça t'a jamais apporté rien de bon, tu fais partie de notre groupe, brûle-moi ce drapeau. Et Drew Galloway qui voit son pote cogiter, pas savoir quoi faire, être bien embêté par la situation, va finalement prendre le drapeau irlandais des mains de Sheamus et le brûler lui-même, ce qui forcément, vous imaginez, va provoquer la colère du public. Et Rebecca Knox, qui elle est présente via le Titantron, va elle aussi prendre quelque chose à Jetta qui lui tient beaucoup à cœur, parce que Rebecca Knox, ce qui lui tient à cœur, c'est son drapeau, c'est de bien représenter l'Europe aux yeux du monde et notamment aux yeux des États-Unis. Et puis elle est fière de ses origines, fière d'appartenir à ce beau pays qu'est l'Irlande. Et Rebecca Knox lui dit ok, tu m'as pris quelque chose, à moi de te prendre quelque chose de grande valeur, et elle va à coups de marteau détruire la couronne en diamant de Jetta qui est fait avec les diamants de la reine, ouais, les joyaux de la reine. Forcément, ça fait péter les plombs à tout le monde et dans l'impact, dans l'idée, ce segment est vraiment très important. C'est vraiment le point culminant de mon point de vue de la rivalité, même si ça fait seulement 72 parce que Sheamus et Drew Galloway pètent un petit peu la note globale, mais j'en avais besoin. La performance de Doug Williams a été très bonne, Jetta également, Rebecca Knox parfait, elle a paru super bonne durant ce segment, Rebecca Knox, et la storyline avance, même si elle perd un peu de hit, on saura en regagner. Swerve Strickland est donc le partenaire de Shelton Benjamin. Eh oui, on essaie de la jouer un peu RP, alors c'est un Swerve Strickland qui a pas beaucoup d'expérience, qui a encore tout à faire avec lui. Et ils affrontent Rami Sebeyi et Katsushika Okada, ça fait 70, match décent sur le papier, on a laissé du temps, 14 minutes 52, format storytelling, un gros quart d'heure, histoire de laisser le temps à tous ces garçons de s'exprimer dans le ring, des performances de 78 de Shelton Benjamin, de 6 de Swerve Strickland, qui s'est retrouvé peut-être un petit peu enfermé et tout petit face à tous ces garçons qui ont beaucoup de popularité et beaucoup de momentum. 83 pour Katsushika Okada, 70 pour Rami CBI. La gimmick d'Arrogant Hill de Swerve Strickland, donc de Hill arrogant, eh bien, est seulement below average, donc un peu moins que la moyenne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est dans ce match décent, ce sont les Hills par l'intermédiaire de Shelton Benjamin qui vont défaire Rami CBI et Katsushika Okada, lorsque Shelton Benjamin va défaire Rami CBI en utilisant un objet suspect que Swerve Strickland lui a filé d'en dessous le ring. Voilà ce qui permet aux Hills de gagner du momentum, donc aux dépens de Rami CBI et Katsushika Okada. De retour de publicité, on retrouve Randy Orton dans le ring qui va interpeller Samoa Joe et qui lui demande de venir le rejoindre. Samoa Joe qui va s'exécuter quelques secondes plus tard. La musique d'entrée, le public qui scande des Joe, 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 très réceptif le public, Samoa Joe qui est bien accueilli. Et Randy Orton nous explique que bon, à Révolution, il a été dans le match de championnat. Match de championnat du monde, alors certes c'était pas un match one-on-one, mais c'était quand même le main event. Il a partagé l'affiche avec des Steve Austin, avec des Kevin Steen, avec des Chris Benoit notamment, et il a envie de retrouver sur Bash at the Beach un rôle important, parce que c'est vrai que finalement, du côté de Double or Nothing, Randy Orton il a fait l'opener, et c'est pas la place de Randy Orton, en plus dans un 3 contre 3 qui n'était peut-être pas forcément le match le plus excitant de la carte, donc Randy Orton il veut une place importante du côté de Bash at the Beach et c'est pour ça qu'il challenge Samoa Joe à un Beat the Clock match et le vainqueur de ce Beat the Clock match choisit la stipulation
de leur combat du côté donc du troisième et avant-dernier pay-per-view de l'année. Samoa Joe, ça lui va bien et ça tombe bien pour Randy Orton puisqu'il lui explique que son match est juste maintenant après ce segment. Performance sympathique de Randy Orton tout comme de Samoa Joe et la storyline gagne de la hit. Scott Steiner est donc l'opposant de Samoa Joe, élu choisi par Randy Orton. Bah écoutez, grande 8, bon catch, on a mis ça en régular, 10 minutes 55 de combat qui va avoir la victoire de Samoa Joe sur Scott Steiner via soumission avec le Coquina Clutch. 55 de performance in-ring pour Scott Steiner, 76 de Samoa Joe et la storyline avance bien sûr avec ce segment. Et enfin, le main event qui nous fait un 79 de très bonne qualité parce que oui, il faut quand même que Steve Austin se remette dans le bain. Fantastic 8, bon catch avec en plus au commentaire Chris Benoit. C'est d'ailleurs bizarre que la storyline n'ait pas gagné de hit. Steve Austin va battre Kevin Steen en 17 minutes 42, complètement clean via le Stone Cold Stunner. Des performances de 75 de Steve Austin, de 76 de Kevin Steen. Steve Austin qui bat donc le dernier challenger numéro 1 au titre de Chris Benoit. Et qui forcément, vous l'imaginez, se positionne bien en vue d'un futur match de championnat, notamment au prochain pay-per-view. On fait 80 de rating et on améliore notre popularité dans les 8 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Kuroji Yagiuta, que je ne connais pas, qui a débuté en 1997, qui a catché sur la scène indépendante jusqu'en 2002. Il a bien sûr rejoint la Zero One à un certain moment, fédération japonaise. Ça peut paraître logique. Alors que l'ami Brock Lesnar a fait une interview apparemment dans une courte apparence, Brock Lesnar, donc dans une TV nationale, la nuit dernière, a beaucoup aidé à promouvoir la New Japan Pro Wrestling. Voilà, sa performance a été très bonne, et voilà, tout le monde a salué son travail professionnel. Écoutez, très bien. James Keenan qui voit son contrat se terminer. Sterling James Keenan, dont on ne fait absolument rien. Est-ce qu'on va le prolonger? Oui, on peut lui donner, je pense, 880 par apparence, avec une downside de 700, voilà, ça ira très bien, sur un an, trajet non couvert, et tu vas te démerder avec ça. Que ça peut être intéressant, ce garçon 72 en basique, 68 en psychologie, bon, en résilience on a 90, 63 en charisme, 93 en star quality. Il y a juste le micro qui est un petit peu compliqué, c'est vrai que quand on connaît le Corey Graves de maintenant, hein, parce que oui, James Keenan c'est Corey Graves du côté de la WWE, c'est vrai que les 40 au micro, c'est vrai que c'est pas bien payé, on va pas se le cacher. TV rating donc de 4.72, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est. Je pense que ça va être quand même pas mal du tout. 4.72, on a fait combien? 4.65 effectivement. On fait 3 545 000 viewers via ce show. Autant vous dire qu'on est quand même plutôt pas mal. J'ai vu qu'il y avait une signature de contrat, oui, contract negotiation avec Ted DiBiase Senior. Ted DiBiase Senior que j'ai décidé de reprolonger pour 2 ans en paix par apparence. Il va aussi, je pense, pas mal nous aider pour être Road Agent parce qu'il a de très bonnes notes là-dessus. Donc voilà, pendant 2 ans, 2200 de downside et 2400 par apparence. Voilà, monsieur Ted DiBiase Junior, enfin Senior. Je suis content de vous conserver au sein de la fédération. SummerSlam avait lieu hier dans notre réalité virtuelle. C'était au NJ Izod Center dans la Tri-State. 20 213 pèlerins présents dans les gradins. Plus de 2.38 de pay-per-view, c'est-à-dire plus de 1 192 000 personnes qui ont payé leur ticket, enfin leur ticket en tout cas, leur droit de regarder le show via la télévision avec les multiples plateformes mises à disposition. C'est vrai qu'on avait vu la WWE sur une certaine rumeur qui pourrait se casser la gueule et qui pourrait à l'issue du mois suivant fermer ses portes. C'est vrai quand on voit l'argent qu'ils font, c'est peut-être pas dit. Ça fait un gros 83 quand même, WWE SummerSlam, avec Chris Jericho qui a défait Steve Corino dans le main event pour défendre, je vais y arriver, le championnat mondial de la fédération, le WWE Championship. On a vu aussi Seven défaire Charlie Haas et Orlando Jordan pour contenir et donc retenir ce championnat intercontinental. Carlito Carabéan a conservé le WWE Contender. Maven et Hassen ont défait Otzi et Mark Henry pour conserver les titres par équipe. Et la Résistance également a conservé ses titres par équipe face à Dark Knights to Retain. Bah oui, pourquoi pas. 83 c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'on fait des shows, on va pas se le cacher, proche en termes de rating de ce que fait la WWE. On espère qu'on fera un pay-per-view aussi qualitatif que le leur en fin de mois d'août.
des incidents backstage dans les locker rooms du 3e Dynamite du mois d'août 2010. Vous le voyez, ça clignote rouge. Pourtant, on a 100% de backstage, mais des locker rooms incidents à traiter. Incident impliquant Michelle McCool. Ça devrait être positif. Elle qui est revenue de congé maternité, Michelle McCool, qui apparemment a donné de la bonne humeur du côté du locker room, puisqu'elle apparemment fait une série d'imitations de ses collègues et tout le monde s'est fendu la poire. Merci Michelle McCool, ça va me permettre de booker le show tranquillement de mon côté. Je fais le booking en off, on se retrouve juste après, ne bougez pas, en avant Guingamp. Nous sommes au Emma City Hall Plaza devant 10 000 personnes, c'est sell-out dans cette arena du New England région. On est encore très populaire et où notre popularité, notre importance ne cesse de croître. Et on démarre avec un gros 88 de rating pour débuter ce 3e Dynamite du mois d'août 2010 avec Paul Heyman, micro à la main, qui fait l'ouverture du show et qui nous annonce que Steve Austin est le challenger numéro 1 de Chris Benoit pour le prochain pay-per-view, à savoir Bash at the Beach à la fin de ce mois d'août. Steve Austin qui arrive, le bris de glace, tout le monde qui se lève comme un seul homme, les fuck à tout le monde, on balance de la bière, on en boit quelques-unes, bref, c'est la fête. Steve Austin, il remercie Paul Heyman de lui offrir ce match de championnat, même s'il considère qu'il l'a quand même plutôt bien gagné avec sa victoire sur Kevin Steen lors du dernier pay-per-view, lors du dernier main event du précédent Dynamite, et puis surtout lors de sa victoire face à Kevin Nash lors du dernier pay-per-view à Double or Nothing. Steve Austin qui va forcément nous parler de ce que représente ce dernier match, cette dernière danse, lui qui veut terminer sa carrière en tant que champion de la fédération. Un discours plein de bons sentiments, vous l'imaginez, parce que c'est un face, Steve Austin, même s'il est un peu badass, il va se faire interrompre par Rey Mysterio Jr. qui lui dit: écoute, je veux pas couper ton moment, je sais que c'est important pour toi, mais j'ai toujours rêvé de t'affronter. C'est vrai que dans notre réalité virtuelle, des Rey Mysterio Jr. face à Steve Austin, ça n'est jamais arrivé. Rey Mysterio Jr., il le dit, dans la mesure où tu prévois de t'arrêter à Bash at the Beach, avec le titre mondial en poche, c'est ma dernière chance, là, avant ce pay-per-view, de t'affronter. Laisse-moi la possibilité de pouvoir faire face à toi dans le ring. Et Steve Austin, devant le respect de Rey Mysterio et surtout l'envie du public de voir ce match, valide cette opposition dans le main event. Paul Heyman ne s'y oppose pas, bien au contraire. 88 de rating, Steve Austin a été très bon pour aller en dehors du script. Rey Mysterio, superbement bien capable d'aller en dehors de ce script. Il a eu le monde dans la paume de sa main. Steve Austin n'a pas eu bon. Et la storyline Steve Austin for Last Dance avance avec ce segment et gagne de la hit aussi. Jetta et Doug Williams qui font face à Rebecca Knox et Dave Finlay, parce que par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, Rebecca Knox qui a vu son drapeau irlandais brûlé par Drew Galloway, par, on le rappelle, les ordres de Jetta et de Doug Williams, et Jetta qui a vu Rebecca Knox casser sa couronne, qui était fait avec les joyaux de la reine, avec un marteau. Forcément, ils ont envie de se foutre sur la gueule, et ce match va durer exactement 9 minutes 16 avant que l'arbitre perde complètement le contrôle. Ça se termine en double DQ. On a Dave Finlay qui va se prendre le chou avec Doug Williams, on a Jetta et Rebecca Knox qui vont se mettre des nions dans la gueule à n'en plus finir, et l'arbitre il perd complètement le contrôle, il dit stop, c'est terminé, double disqualification. Et avant la coupure publicitaire, on voit encore Jetta, Doug Williams et Rebecca Knox ainsi que des filets se mettre sur la tronche. Doug Williams, c'est une performance de 72, 64 de Jetta, 42 de Dave Finlay, 57 de Rebecca Knox. Les frères Tomaselli qui font face à la Legacy. Et oui, match descend sur le papier. La Legacy qui va défaire les Tomaselli Brothers en 10 minutes 53 quand Cody Rhodes va défaire Brandon Tomaselli via pinfall avec le Running Bulldog. Une nouvelle victoire de la Legacy complètement clean. C'est une nouvelle après celle qu'ils ont pu obtenir ces dernières semaines. Performance de 42 de Vito Tomaselli, de 62 de Brandon Tomaselli, 58 de Cody Rhodes et 59 de Ted DiBiase Jr. qui se suivent à la trace. Une note correcte de 67, même si ça fait perdre un peu de la hit à notre storyline It's All About Heritage. Et à la fin de ce match, Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, ça fait quand même un 78, vont
demander leur title shot pour Bajanovic. Ils disent, hein, on a fait des gros matchs par équipe, on a un gros momentum, une grosse série de victoires en opposition 2 contre 2, 5 victoires, 0 défaite, on veut les titres par équipe. Travis Hummel et Mike Mizanin vont se ramener, ils ne reculent devant aucun challenge, surtout que c'est une équipe qui est méritante, et Travis Hummel, pour les Wolfpack, va accepter cette opposition et ce challenge donc de la Legacy au prochain pay-per-view. Ted DiBiase Jr. qui a été très bon, tout comme Cody Rhodes, Mike Mizanin qui s'est très bien débrouillé et Becky Belair qui était présente aussi a beaucoup aidé Mike Mizanin durant ce segment. La storyline sur le About Heritage avance, gagne de la hit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Bobby Roode face à James Storm, c'est le match Steal the Show de la soirée. Bobby Roode qui va défaire James Storm en 17 minutes 27 via pinfall avec un petit paquet dans un match avec une grande hit et du bon catch. Bobby Roode qui n'a eu besoin de l'intervention de personne, il a eu forcément James Storm un peu par surprise qui permet de protéger James Storm dans la défaite et de donner une belle victoire à Bobby Roode qui depuis son retour est à 2 victoires à 0, 65 donc de performance in-ring de Bobby Roode, loin des 76 de James Storm qui a clairement porté le match. D'ailleurs Bobby Roode était fatigué à la fin, on rappelle qu'il y a une bonne chemistry entre Bobby Roode et James Storm, ce qui a permis de monter encore un peu plus leur performance in-ring. Paul Heyman dans le ring et Paul Heyman nous annonce qu'il a possiblement la semaine prochaine une belle surprise, une surprise que les gens et les fans vont adorer parce que oui, hein, Paul Heyman il aime faire des surprises de temps en temps même si c'est un manager heel, enfin une figure d'autorité heel, un garçon qui est très populaire, qui a fait le catch pendant un certain nombre d'années, notamment dans les années 80 et début des années 90, et Paul Heyman n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout de son discours puisqu'il va être coupé par Shelton Benjamin qui dit c'est bien beau hein, de ramener des anciennes gloires, super, ça va faire du rating. Maintenant, qu'en est-il des prises de décision concernant le titre intercontinental? Parce que oui, tu as pris des décisions pour le titre mondial, tu as donné le match de championnat à Steve Austin, qui pourtant n'a pas un momentum de fou. À quand mon match de championnat intercontinental face à Katsushika Okada? Je suis à 7 victoires à 0 depuis que je suis arrivé à la All Elite Wrestling, et lors de mon dernier match, j'ai remporté un combat par équipe en battant Katsushika Okada et Rami Sebeyi. Alors certes il a fait le tomber sur Rami Sebeyi, mais Katsushika Okada était présent. Donc Shelton Benjamin veut son match de championnat. Ouais, storyline, gagne de la hit, un too much respect, à la 84, quelle belle note. Et enfin le main event, qui nous fait un 78 de rating, plutôt correct, on aurait peut-être pu s'attendre un petit peu à mieux, mais bon, c'est du storytelling hein, ce match. Fantastic 8, grand catch, 16 minutes 25 de combat, et là, pas de surprise, Steve Austin remporte le combat face à Rey Mysterio via le Stone Cold Stunner. Des performances plutôt intéressantes de 70 de Rey Mysterio et de 76 de Steve Austin, ce qui permet à la storyline d'avancer. Hein, voilà, encore une fois, avec ce segment, et Steve Austin qui va arriver avec le plein de momentum avant d'affronter l'ami Chris Benoit. On fait un 80 de rating, de très bonne qualité, qui nous permet d'améliorer notre popularité dans les 8 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le profil de Ryan Drago, catcheur professionnel américain qui apparemment est dans le New Jersey, qui s'est entraîné à l'APW, qui a travaillé d'ailleurs pour l'APW et qui a fait une carrière plutôt dans l'indie, hein, techniquement, en vue de la brève présentation de ce garçon. C'est toujours intéressant, je trouve, les temps de chargement, avec justement des profils de catcheurs qui pourraient potentiellement faire avancer la fédération, qui pourraient être des bonnes idées pour faire avancer la fédération, même si c'est vrai qu'on va pas se le cacher, le dernier nom ne nous fait pas forcément plus lever notre chaise que ça. Alors, le show history, parce qu'il faut quand même en parler. 3 417 000 viewers, alors qu'on a fait sell out avec un 10 000 viewers présents dans les gradins. 3 417 000 viewers via les écrans de cette division, c'est un petit peu moins que la semaine dernière, malgré le fait qu'on fasse un show autant qualitatif que celui de la semaine passée. On espère d'ailleurs qu'on arrivera à faire lors du Gome Show un show encore plus qualitatif pour justement qu'on arrive à une hype et surtout à une hit de nos storylines vraiment intense et au maximum pour justement qu'on ait une note au pay-per-view qui casse la baraque. Des incidents backstage dans les locker rooms du Go Home Show de Bash at the Beach, ça clignote rouge, on va essayer de traiter de tous ces incidents et espérer aussi qu'on va rester à 100% de rating dans nos backstage, incidents impliquant Maryse et Chris Benoit, 100% canadien, c'était un incident backstage. Et Maryse qui a été donc amenée à la cour des catcheurs, accusée d'avoir oublié de serrer la main à quelqu'un. Dans
locker room, Chris Benoit, le juge, l'a rendu coupable et sa sentence est de boire un coup, de payer un coup à boire à tout le monde après le show pour que tout le monde puisse boire un canon. Chris Benoit, ça boit, hein. J'espère que c'est quand même du soft, parce qu'à un moment donné, les mecs ils vont finir comme une queue de pelle avant le début des hostilités. Allez, je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes dans la Tri-State pour le Go Home Show d'AEW Bash at the Beach PA Lacouras Center, 9445 pèlerins présents dans les gradins pour ce qui est le dernier Dynamite du mois d'août 2010. Et vous le voyez, on commence avec une énorme note de sang. Et oui, le sang est présent puisque oui, Steve Austin et Chris Benoit vont tailler le bout de gras avec Paul Heyman dans un have a seat avec le gérant de la compagnie. Steve Austin nous explique que Bash at the Beach ce sera son dernier rendez-vous, ce sera son dernier match et en tant que double champion du monde de la fédération, en tant que visage de la compagnie, son souhait c'est de terminer champion pour la fin de sa carrière, rendre le titre vacant, terminer sur une image de lui avec cette ceinture qu'il remet au sol pour terminer au top de cette fédération. Il a commencé au top, il veut terminer au top, c'est l'envie et surtout le point de Steve Austin qui a réalisé, on le sait, énormément de prouesses ces dernières semaines et notamment depuis son retour en novembre dernier, des paroles qui forcément ravissent le public mais qui ravit un peu moins Chris Benoit qui trouve que ça tourne beaucoup autour de Steve Austin ces dernières semaines, pas mal de temps d'antenne, pas mal également de temps pour s'exprimer. Alors bien évidemment Chris Benoit il considère Steve Austin surtout par rapport à ses récentes victoires face à Kevin Steen, face également à Rey Mysterio Jr. qui ont été, on le rappelle, ces deux derniers challengers. Chris Benoit, il sait à quel point Steve Austin est un énorme compétiteur. Il a eu justement à tester sa combativité et son niveau lors d'AEW Revolution en tout début d'année 2010. Il sait que c'est vraiment un top player, un top guy au sein de la compagnie, mais Chris Benoit, il rappelle quand même qu'à Revolution, il a conservé son titre en épinglant au centre du ring Steve Austin. Il rappelle également qu'il a remporté du côté de Revolution le plus gros main event de l'histoire de la fédération. Il rappelle également qu'il a battu Kevin Steen lors de sa dernière défense de titre, qui est certainement le garçon de la nouvelle génération, le plus dangereux et le plus prometteur, et qu'une victoire de Chris Benoit face à Steve Austin dans le main event de Bash at the Beach, ça pourrait très clairement faire de lui le plus grand champion de l'histoire de la fédération. Beaucoup de respect, mais aussi beaucoup d'enjeux autour de ce match. Les deux hommes qui vont échanger un long regard, se serrer la main sous les yeux de Paul Heyman. Le main event est acté et booké et on aura cela bien évidemment du côté de Bash at the Beach à la fin de cette vidéo. Steve Austin qui a très bien improvisé, tout comme Paul Heyman, pas vraiment de grand chose à signaler sur la performance de Chris Benoit. Steve Austin qui a clairement été le meilleur dans ce segment, dans cette promo. La storyline avance, gagne de la hit, tu m'étonnes, et on va essayer de couronner ça comme on le peut et surtout du mieux possible du côté donc de Bash at the Beach. Joe Hennig et Gareth Bischoff qui font face au Wolfpack. Joe Hennig, Gareth Bischoff, que vous connaissez peut-être. Il y en a un, c'est le fils d'eux, et puis Joe Hennig, c'est aussi un fils d'eux, bien évidemment, on le sait, qui était connu sous le nom de Curtis Axel du côté de la WWE, ancien champion intercontinental, ancien Paul Heyman guy dans la réalité, dans celle que l'on connaît. Mais le Wolfpack, dans notre réalité virtuelle à nous, va bien sûr remporter le match face à Joe Hennig et Gareth Bischoff. 5 minutes 42 de combat, mais avec Mizanin qui défait Joe Hennig via Fitfall avec le Wizard of Oz, performance de 84 de Travis Fimmel, 70 de Mike Mizanin et performance de 10 et 16 de Gareth Bischoff et de Joe Hennig. À l'issue de ce match, Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes vont venir féliciter bien sûr ironiquement Travis Fimmel et Mike Mizanin accompagnés de Becky Bélez, et Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes qui n'ont pas manqué une miette donc de ce match vont quand même venir confronter Travis Fimmel et Mike Mizanin par rapport à un petit souci d'équité, puisque oui, comme ils ont Becky Bélez dans leur coin, ce n'est pas vraiment très loyal, parce que oui, ils sont trois, donc deux dans le ring et puis une aux abords, face à Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes qui initialement sont sans aucun manager depuis qu'ils ont rejoint Randy Orton. Et ils savent, Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, que Travis Fimmel et Mike Mizanin par le passé, ils ont utilisé la présence de Becky Bélez pour remporter des matchs. Alors bien évidemment, c'est une époque totalement révolue, mais Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, ils jouent dessus pour pouvoir jouer là ce qu'ils cachent dans leur manche, c'est-à-dire que bien du côté du pay-per-view, ils seront accompagnés par leur ancien
mentor Ted DiBiase Jr. par son padre, le Million Dollar Man, et Cody Rhodes par Don Callis. Voilà, bien évidemment. Hein, Travis Hummel, Mike Mizanin, Becky Belair, tout va pour le mieux. 73 de rating. Tout le monde improvise plutôt pas mal. Quoique bon, Mike Mizanin pas trop. Et la gimmick de Travis Hummel qui commence à stale. Mais voilà, Itsobalo Héritage avance. Ça permet tranquillement de faire continuer cette rivalité, de l'alimenter avec en plus les managers de Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. qui seront présents pour rééquilibrer les forces lors du pay-per-view. De retour de coupure publicitaire, on retrouve Paul Heyman dans son bureau accompagné de Katsushika Okada et Hiroko Suzuki. Et Paul Heyman, il va se faire, mais alors alpagué par tout le monde. Shelton Benjamin, Bobby Roode et Rami CBI. Parce que Shelton Benjamin, il attend sa réponse depuis la semaine dernière. Quand est-ce que tu me donnes un match pour le titre intercontinental? J'ai un record, 7 victoires, 0 défaite. Quand est-ce que j'affronte Katsushika Okada? Bobby Roode qui remet le couvert en disant attends, t'as vu ces dernières semaines les matchs que j'ai gagnés, t'as vu à quel point j'ai fait mon impact, je suis un ancien champion intercontinental, le premier pour qui la ceinture a été créée. Moi aussi je veux en être dans ce match de championnat. Rami CBI qui va mettre sur le couvert et sur la table que sans l'intervention de Shelton Benjamin, il aurait peut-être réussi à conserver, enfin en tout cas reprendre son titre des mains de Katsushika Okada. Bref, pas mal de gens qui ont des prétentions, des arguments. Katsushika Okada, Hiroko Suzuki restent un petit peu en retrait. Paul Heyman, sous tous les arguments et sur toutes les prétentions de Shelton Benjamin et de Bobby Roode ainsi que Rami CBI, va regarder Katsushika Okada en disant écoute, j'ai pas d'autre choix que de faire un Fatal 4-Way. Et on va retrouver tout ce bon monde-là qui s'affronteront du côté de pay-per-view pour le titre intercontinental dans le main event avec un match 2 contre 2. D'un côté Shelton Benjamin et Bobby Roode, de l'autre Rami CBI et Katsushika Okada. Performance de 80. Shelton Benjamin qui a été très bon pour aller dans du script, tout comme Paul Heyman. En revanche, Rami CBI, ça a été un petit peu plus compliqué. Et celui qui en ressorti le mieux de ce segment, c'est Paul Heyman. Ça m'aurait arrangé que ce soit quelqu'un d'autre, parce que Paul Heyman, c'est vrai que c'est une figure d'autorité à proprement dit. Et la storyline, Too Much Respect, avance avec ce segment. Logique qu'on gagne pas de hit, parce qu'elle était déjà bien haute. Rebecca Knox qui affronte Humber O'Neill, 59 de rating, et va la squasher en 7 minutes 10, enfin, squash, tout est relatif, hein, il y a quand même 7 minutes 10 de combat, c'était un match ouvert, où il y a eu quand même un moment où Humber O'Neill a pu prendre l'avantage, mais c'était trop difficile face à Rebecca Knox qui va remporter ce combat via le Hard Knox, tombé 1, 2, 3, performance de 61 de Rebecca Knox, de 32 seulement de l'ami Humber O'Neill. Ça permet de donner une belle victoire à Rebecca Knox qui à l'issue de ce match va confronter Jetta qui était présente à la table des commentateurs. Rebecca Knox qui lui dit écoute, ces dernières semaines il n'y a rien qui est sous contrôle, tout part en vrille. De toute façon, il n'y a plus de règles depuis un bon moment établies entre toi et moi. Je ne respecte pas ta souveraineté au sein de la All Elite Wrestling. Tu n'es pas ma reine, je veux aller chercher ce titre. Et toi, par rapport à ce que tu as fait, brûler le drapeau irlandais, tu as dépassé les bornes, il n'y a plus aucune limite entre toi et moi dans notre histoire, dans notre rivalité, c'est devenu personnel, c'est pourquoi je te propose un Last Women Standing du côté de Bash at the Beach pour le titre mondial de la fédération. Et Jetta qui vit forcément sait que Rebecca Knox est une femme dangereuse parce que c'est la rebelle, c'est bien sûr le Iron Punch, le point de fer, elle hésite mais elle sait que si elle veut rester crédible et surtout continuer à pouvoir régner, il faut qu'elle accepte ce match face à Rebecca Knox et surtout qu'elle batte Rebecca Knox du côté du pay-per-view dans une stipulation extrême. Jetta qui n'a pas été bonne pour aller dans du script, tout comme Rebecca Knox, c'est pour ça qu'elles ne font qu'à 71 pardon, mais la storyline avance tranquillement et on essaiera de mettre ça encore un peu plus en place du côté du pay-per-view en espérant qu'on arrive à faire gagner de la hit sur ce programme. Claudio Castagnoli qui est avec Maryse, oui bien sûr, et Claudio Castagnoli, bon, il a eu vent de ce qui s'est passé un peu plus tôt dans le show, à savoir que Paul Heyman a décidé de faire un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental, et surtout, il a précisé, et je vous en ai pas parlé, que le titre TNT n'allait pas être défendu du côté du pay-per-view. Et Claudio Castagnoli, ok, très bien, Paul Heyman, il protège, hein, en parlant de Katsushika Okada, on sait que c'est un de tes protégés, enfin tu fais partie de ses protégés, mais t'inquiète, hein, moi je suis là pour le titre TNT, et je vais aller le chercher, même si je dois attendre un peu. Et il va s'interrompre par Monsieur Hulk Hogan qui est la surprise de Paul Heyman. Et oui, Hulk Hogan qui va confronter Claudio Castagnoli en disant mon petit pote, au lieu de parler du futur, hein, bien sûr,
qui paraît glorieux pour toi, essaye de t'intéresser plutôt au présent avec Hulk Hogan qui te fait l'honneur de sa présence et qui ce soir, voilà, au-delà de discuter avec les gens, au-delà de divertir les gens, va catcher pour les gens. Et ça tombe bien, t'es l'heureux élu de l'homme qui a rendu bien sûr populaire le catch hein, à travers ses passages à la WCW et bien sûr à la WWF, un mec qui a run the place durant les années 80-90, Hulk Hogan challenge Claudio Castagnoli à un match tout de suite maintenant. Claudio Castagnoli a été très bon bien évidemment, même si Maryse, elle, sa gimmick perd un petit peu d'intérêt. Et puis Hulk Hogan qui débute, même si Hulk Hogan, on le sait, c'est qu'une apparition. Donc Hulk Hogan, à la rigueur, il était juste là un peu pour chauffer la foule et mettre over Claudio Castagnoli. Et d'ailleurs, il va continuer à le faire dans le match qui suit avec un 79 très correct, performance de 83 de Claudio Castagnoli. Hulk Hogan, c'était plus compliqué. Hein. D'ailleurs, à la fin du match, c'était assez compliqué pour lui de tenir 13 minutes. Et oui, Pépère, il est vieux. Fantastique hit quand même, des 100 catch malgré tout. 13 minutes 06 de combat, victoire de Claudio Castagnoli face à Hulk Hogan via le Swiss Diff. Voilà, complètement clean. Maryse ne s'est absolument pas mêlé de l'affaire. Claudio Castagnoli qui prend une grosse victoire face à Hulk Hogan et Hulk Hogan qui met complètement over Claudio Castagnoli. Ça me permet tranquillement de donner une belle victoire de prestige à Claudio Castagnoli qui les enchaîne ces dernières semaines. Colt Cabana face à Randy Orton, c'est l'homme qui se présente devant le leader de la Legacy pour son Beat the Clock Challenge. On a bien sûr Samoa Joe qui est présent à la table des commentateurs, on le sait. Samoa Joe, il a mis 10 minutes et des bananes pour battre l'ami Scott Steiner qui était le choix de Randy Orton. Et bien là, Randy Orton, dans ce match avec une fantastique unité du grand catch, va défaire Colt Cabana en 9 minutes 13 via pinfall avec le RKO, des performances de 79 de Randy Orton et de 71 de Colt Cabana, ce qui veut dire que Randy Orton va choisir la stipulation parce qu'il a mis moins de temps que Samoa Joe pour battre son adversaire. Et Randy Orton va demander à Samoa Joe de venir sur le ring, il va lui annoncer la stipulation. Randy Orton, Samoa Joe, c'est quand même une longue histoire. Et Randy Orton nous précise que cette place, Dynamite, ce show n'est pas assez grand pour eux deux. Il s'en est de plus en plus aperçu, il a beaucoup réfléchi sur le sujet et il pense que ce match doit se faire pour tout simplement voir l'un des deux quitter le show Dynamite, le show, le seul et l'unique de cette fédération. Randy Orton Samoa Joe, c'est la stipulation choisie par Randy Orton, c'est le perdant quittera Dynamite. Et Randy Orton en plus, parce qu'il veut faire les choses bien, il est vicieux jusqu'au bout, annonce que cette stipulation va être accompagnée d'une autre, puisque pour quitter la fédération, et pour quitter la fédération non, mais en tout cas quitter Dynamite, il faudra dire I quit. Voilà, I quit match pour que le perdant quitte Dynamite et donc ne soit plus présent dans le show A de la fédération. 83 de rating. Randy Orton, Samoa Joe, forcément, ça va valoir son pesant d'or du côté du prochain pay-per-view. Randy Orton qui était très bon, tout au contraire de Samoa Joe, et la storyline avance et gagne de la hit. Et enfin, le main event qui nous fait seulement un 77, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux. Rami Sebi et Katsushika Okada qui donc affrontent Shelton Benjamin et Bobby Roode. Match superbe dans les faits. Performance de 82 de Katsushika Okada, 69 de Rami Sebi et de Bobby Roode, 80 de Shelton Benjamin. Victoire des Heels qui vont remporter donc la mise en 13 minutes 34 quand Bobby Roode va défaire Rami Sebi via pinfall avec le Roodplex après l'intervention de Maryse. Ah oui, Maryse qui passait par là. Elle a refait la godasse de Rami CBI et Bobby Roode en a profité pour faire son finisher et le tomber 1-2-3 sur l'ancien challenger numéro 1 au titre de Katsushika Okada et même l'ancien champion intercontinental, même si on le rappelle, il a eu un règne plutôt court. Performance de 84 de rating, on augmente la popularité dans les 18 régions où on est diffusé et on a fait un Gome Show de très bonne qualité. Alors qu'on a le beau profil de Navi Sial, qui est un catcheur américain qui a débuté en 90. Il s'est entraîné avec Jimmy Del Rey, oui, one up of Everybody's. Hein, voilà, j'ai pas eu le temps de dire la suite, mais pourquoi pas. Hein, bon coach le garçon, quand même peu d'expérience. Hulk Hogan qui s'en va de la fédération. Salut, merci monsieur Hulk Hogan. Time to Heal pour Colt Cabana. TV rating de 4.59, on va aller voir. Travis Samuel qui nous dit que Ted DiBiase Jr. va devenir une star. De son propre aveu, il va falloir le pêcher. Randy Orton qui nous parle de Shelton Benjamin. C'est bon, Randy Orton il aime pas Shelton Benjamin. Franchement, c'est une perte de temps. Il connecte pas avec les fans à un moment donné. Arrête tes conneries. Et on apprend que AJ Styles se relocalise du côté du Choubou.
au Japon. Alors, le show History, Tri-State, 3445 000 viewers par rapport au show de la semaine dernière. On a gagné un petit peu et surtout on gagne 4 points supplémentaires. Ça serait bien qu'on arrive à dépasser les 85-86 de rating pour le troisième gros événement de l'année, même si ça va quand même être un défi compliqué. Nous sommes dans les backstage d'AEW Bash at the Beach, c'est donc notre pay-per-view du mois d'août 2010 et nous avons des incidents backstage à traiter, ça clignote rouge malgré nos 100% de rating. Que se passe-t-il? Incident impliquant Night in Alert et Jazz. Night in Alert et Jazz apparemment qui se sont très bien entendus backstage, qui ont apparemment découvert un amour réciproque pour la musique Cole Porter. Nous sommes devant 20 554 pèlerins présents au MN Excel Energy Center dans la région du Midwest, région où on est le plus populaire. Ils sont venus nombreux dans l'arène pour suivre Bash at the Beach. On espère qu'on dépassera les 3,5 millions de personnes qui regarderont le show via les écrans de télévision et via nos diffuseurs à travers les États-Unis, le Canada et bien sûr l'Australie. On démarre tranquillement avec une Battle Royale dans le pré-show, histoire de chauffer la foule. Il va y avoir un peu de bif entre Beiji, Kip James, les New Age Outlands et bien sûr les Briscoes, histoire de continuer la rivalité. Je donne aussi du temps à des gens que je n'utilise pas dans le show principal. Le Final Four va être composé de Brandon Tomaselli, d'Austin Harris, de Cole Cabana et de Tyler Black. Il faut savoir que celui qui a fait le plus d'éliminations durant ce match, c'est monsieur John Moxley, histoire de donner quand même honnête une certaine présence dans ce match. Et c'est finalement Tyler Black qui, au bout de 15 minutes 14, va aller chercher cette victoire, une victoire qui lui permet dans cette Battle Royale de décrocher un contrat pour un match de championnat secondaire. Voilà. Tyler Black qui se met bien et qui peut-être décidera de l'utiliser pour affronter avec John Moxley les amis champions par équipe, soit bien sûr la Legacy, soit le Wolfpack. On aura un début de réponse un peu plus tard dans le show. On commence avec un angle chaud patate. Paul Heyman qui nous demande d'accueillir Madame Stephanie McMahon. Et oui, on a signé Stephanie McMahon de manière exclusive. Paul Heyman nous explique que Stephanie McMahon et lui ont racheté les parts de Shane McMahon, qui est, on rappelle, le propriétaire de la fédération, et que cette association entre les deux a né une idée, et cette idée c'est de faire un deuxième show qui va s'appeler Collision et qui aura lieu tous les vendredis, qui sera dirigé par Madame Stephanie McMahon. Voilà, hein. Stephanie McMahon, magnifique, exceptionnelle, super promo avec Paul Heyman. Stephanie McMahon qui a débuté sa gimmick de staff member, below average, rien de bien foufou, mais ça permet tranquillement de présenter Stephanie McMahon, qui fait d'ailleurs un très bon job pour interagir avec la foule. Voilà, un deuxième show et en plus un show A. Certains auraient pu se poser la question de savoir quand est-ce qu'on allait refaire un second show. Et bien ça arrivera dès la première semaine du mois de septembre et donc dès l'épisode prochain. Jetta face à Rebecca Knox dans un Last Women Standing Match, 71 de rating global. On le voit avec des performances de 64 de Jetta, de 60 de Rebecca Knox. Jetta qui, malgré sa blessure chronique, nous fait quand même des notes vraiment exceptionnelles. Match avec une bonne hit, du décent catch, 15 minutes 34 de combat. Il y a eu beaucoup d'interventions, celle de Sheamus, celle de Drew Galloway, celle de Doug Williams. Dave Finlay est venu essayer de rééquilibrer les forces. On a vu une Rebecca Knox prendre le dessus très régulièrement sur une Jetta. Malheureusement, elle était en infériorité numérique. Dave Finlay s'est fait casser la gueule à l'extérieur du ring malgré toute sa bonne volonté, et Rebecca Knox a subi les assauts répétés donc du membre de la UK Alliance, qui a permis à Jetta de conserver son titre féminin mondial. Rebecca Knox n'a pas réussi à battre le compte de 10 de l'arbitre, et donc Jetta conserve pour la 10e fois consécutive son championnat mondial féminin. À l'issue du match, et ça nous fait là aussi un 71, Jetta va demander à ce qu'on lui amène son trône, qu'on lui amène sa cape, qu'on lui amène sa couronne. Une couronne qui est toute belle, qui est toute propre pour l'occasion. Doug Williams lui a offert, ils sont cotisés avec Sheamus et Drew Galloway. On lui met la couronne sur la tête, on prête encore allégeance. Et derrière, Jetta va faire ce fameux signe que vous voyez ici, le pouce en bas. Et Doug Williams, Sheamus et Drew Galloway vont faire passer à travers des tables Rebecca Knox et Dave Finlay et le recouvrir du drapeau britannique pour terminer réellement la rivalité. D'ailleurs, il va falloir que
je mette fin à Nox versus Jetta Acte 2 puisque Jetta sort vainqueur de cette rivalité. Randy Orton qui croise Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. backstage et qui va revenir sur les propos de Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. la semaine passée lors du dernier Dynamite où ils demandaient à Travis Fimmel et à Mike Mizanin, enfin plutôt qu'ils annonçaient à Travis Fimmel et Mike Mizanin que du côté du pay-per-view il y allait avoir dans leur coin bien leur ancien mentor Don Callis et Ted DiBiase Senior. Et Randy Orton, c'est vrai qu'il n'est pas trop à l'aise avec l'idée parce que il leur dit, depuis que vous avez quitté Ted DiBiase Senior et Don Callis, vous avez des résultats, depuis que vous êtes avec moi, vous arrivez à vous élever, vous avez même un match de championnat, chose que vous n'aviez pas eu par le passé avec Don Callis et Ted DiBiase Senior, c'était pas forcément le bon plan. Et Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr. nous dit, écoute, Randy, toi tu vas avoir un gros match, un match très important face à Samoa Joe, tu pourras peut-être pas venir dans notre coin après ce match qui sera vraiment très difficile physiquement et on doit être accompagné et en plus de ça, Don Callis, Ted DiBiase Senior, c'est quand même des gens qui ont beaucoup compté et les voir aux premières loges quand on ira chercher les titres par équipe, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup envie. Donc Randy Orton il n'insiste pas parce que c'est vrai que les propos de Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. Ont quand même du sens. Randy Orton qui a très bien aimé pouvoir aller en dehors du script, Cody Rhodes par contre ça n'a pas vraiment été son cas, Ted DiBiase Jr. il a été très bon pour interagir avec la foule, la storyline avance, gagne de la hit, tout va bien. Bobby Roode face à Katsushika Okada, face à Shelton Benjamin, face à Rami Sebeyi pour le titre intercontinental. J'ai mis ce match en style de show. C'est d'ailleurs le match qui était censé voler le show ce soir. Avec un 83, je suis pas sûr qu'on y arrive. Mais enfin quand même, des performances intéressantes de 71 de Bobby Roode, de 84 de Katsushika Okada, de 80 de Shelton Benjamin, de 73 de Rami Sebeyi. Voilà, très très belle note. La storyline avance, gagne de la hit, tout va bien. Match superbe, on a laissé du temps en 18 minutes 53. Qui va voir Katsushika Okada perdre son titre, et oui, au profit de monsieur Bobby Roode qui va faire le tombé victorieux sur Rami Sebeyi. Il a profité des aléas d'un Fatal 4-Way, d'un match à plusieurs pour faire son finisher sur Rami Sebeyi. Tombé 1-2-3, Maryse n'est pas intervenu et Bobby Roode remporte le championnat intercontinental pour la deuxième fois et donc le nouveau champion intercontinental de la fédération. Un Bobby Roode qui célèbre, ah là, tout va bien, magnifique, et qui va être très rapidement rejoint par Tyler Black, Jon Moxley, Claudio Castagnoli et Maryse, toute la clique des Gentlemen. Elle féliciter, lui lever les bras, et puis Tyler Black va aller voir l'arbitre avec son contrat, celui qu'il a gagné un peu plus tôt dans le show, pour dire tiens, j'ai envie d'avoir mon match du championnat, là, je peux l'encaisser maintenant, mon opportunité, je peux aller chercher ce titre face à Okada. En plus, il est groggy, il vient de faire 18 minutes de match, il vient de prendre cher, je veux encaisser mon truc. Et Maryse le voit faire, Jon Moxley aussi. Jon Moxley lui dit, mais attends, on va faire ça face à Travis Fimmel, Mike Mizanin ou la Legacy. On va garder ce spot pour nous, là. Je la joue pas égoïste, on est une équipe. On a Maryse qui va essayer de raisonner les gars en disant attendez, non, mais c'est pas le bon moment, qu'est-ce que vous faites là, c'est le moment de Bobby Roode. Et puis Claudio Castagnoli qui va se mettre en avant, qui va dire attendez les gars, vous, votre opportunité, votre rôle c'est de devenir champion par équipe, alors que moi mon rôle c'est de devenir champion de la TNT, championnat de la TNT Katsushika Okada détient. Donc c'est à moi d'encaisser cette opportunité. Tyler Black qui lui dit mais attends, mais t'as pas gagné, t'étais pas présent dans le match, ah là là. Ouais mais si j'y étais j'aurais gagné, enfin voilà. Et finalement Claudio Castagnoli, enfin Maryse surtout, et puis Bobby Roode qui va s'en mêler, vont donner raison à Claudio Castagnoli et Tyler Black, sous la pression de la majorité du groupe, va filer le contrat à Claudio Castagnoli qui va le donner à l'arbitre pour affronter Katsushika Okada juste maintenant, et oui, là tout de suite, pour le championnat TNT. Et le match tout fait un 77, bien sûr, parce que c'est Katsushika Okada, parce que c'est Claudio Castagnoli, bon les deux ne cliquent pas, ça c'est un peu problématique, d'ailleurs ils font des performances de 67 chacun, mais bon, Fantastic 8, bon catch, tu m'étonnes, Claudio Castagnoli il est hué, il se fait balancer des pots de fleurs, des tomates, des canettes, enfin tout ce que tu veux, parce que il profite de la situation quelque part. Et Claudio Castagnoli va en profiter jusqu'au bout parce que Katsushika Okada il aura beau tout faire, il aura beau se relever, il aura beau être combatif, vaillant, il a eu quand même presque 20 minutes de match avant, quoi. Et forcément, ça va avoir raison de lui, parce que oui, Claudio Castagnoli, en moins de 9 minutes, 8 minutes 39 pour être exact, va placer son Alpemar Waterslide, tomber 1-2-3 et va river les épaules de Katsushika Okada pour remporter le titre TNT, devenir le nouveau champion de la télévision, Claudio Castagnoli, qui réalise ce que personne n'avait réalisé jusqu'alors, river les épaules de Katsushika Okada.
Lambda au plein centre du ring. Claudio Castagnoli est donc le nouveau champion TNT et les membres du Gentleman's nouvelle version possèdent désormais les 2 titres secondaires de la fédération. Et oui, comme quoi ça peut aller vite, très vite dans le milieu du catch. Chris Benoit qui est au micro de Rena Mero et forcément, on veut ses impressions à quelques minutes d'affronter tout à l'heure dans le main event monsieur Steve Austin. Chris Benoit nous dit que ce match face à Steve Austin, c'est le match le plus important de sa carrière, c'est le plus gros test de sa carrière de catcheur, que ce soit à la All Elite Wrestling ou ailleurs. Il sait qu'il y a un poids de l'histoire, qu'aujourd'hui, de toute façon, il y aura à la fin de ce match quelque chose d'historique, un moment magique qui va opérer. Alors que mon micro-casque est en train de se décharger, vous l'avez certainement entendu, Chris Benoit sait que l'ami Steve Austin veut terminer sur une bonne note, terminer sa carrière en tant que champion de la All Elite Wrestling, mais Chris Benoit, son but forcément c'est de conserver sa ceinture pour continuer son règne, mais surtout pour, pourquoi pas, avec une victoire qui pourrait être vraiment très prestigieuse, devenir aux yeux du monde entier le plus grand champion de l'histoire de la fédération. Chris Benoit qui a très bien improvisé, tout au contraire d'une Rena Mero qui n'était pas forcément très bonne, mais la storyline avance avec ce segment malgré tout. Randy Orton face à Samoa Joe dans un I Quit match, bien évidemment, Fantastic 8, grand catch entre Samoa Joe et Randy Orton. On a laissé du temps, 20 minutes 32, les performances sont bonnes, 73 de Samoa Joe, 69 de Randy Orton, qui s'améliore d'ailleurs à sa gimmick qui est plutôt faible, Samoa Joe, et Randy Orton qui ne clique pas. Ah, ça c'est un petit peu dommage, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des notes un petit peu moyennes. Il s'est passé beaucoup de choses entre Randy Orton et Samoa Joe, Randy Orton qui ont successivement le contrôle du match. À un moment donné, Randy Orton était vraiment en difficulté et on a eu l'arrivée de Ted DiBiase Jr. et de Cody Rhodes. On a eu d'ailleurs aussi un petit mouvement dans les backstage puisqu'on avait vu au sol, gisant dans une mare de sang, nos amis Fatou, Joshua et Jonathan, certainement attaqués au préalable par Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes. La Legacy, et Samoa Joe s'est retrouvé à 3 contre 1. Ça a été très compliqué et finalement il a terminé menotté au poteau du ring, un peu à la manière d'un Christian Cage face à Adam Copeland dans un pay-per-view il y a quelques mois de ça du côté de la All Elite Wrestling IRL, et Randy Orton a sorti une espèce de masse avec des clous vraiment très pointus, a fait mine de vouloir lui balancer sur la tronche, et Samoa Joe, pour des questions on va dire d'éthique, pour éviter de mourir dans le ring, a prononcé les mots I quit, j'abandonne. Samoa Joe n'est désormais plus apte à apparaître à Dynamite. Randy Orton remporte la rivalité et Samoa Joe va devoir trouver une autre maison que Dynamite, puisque désormais Randy Orton est seul maître du côté de la division qui est dirigée par Paul Heyman. En tout cas, seul maître, bien grand mot, mais il n'y aura plus Samoa Joe dans ses 82 de rating, c'est une très bonne note. Derrière, petit bikini contest pour détendre l'atmosphère avec Barbara Keenan, Brooke Adams, George Frankenstein 66, ça permet, voilà, tranquille, de souffler un peu, petite pause pipi ou petite pause pour se rincer l'œil, voilà, selon. La Legacy qui affronte le Wolfpack, c'est l'avant-dernier match de ce show, on a mis ça en régular et ça fait un bon 79, des performances de 84 de Travis Fimmel, de 73 de Mike Mezzanine, 57 et 58 de Ted DiBiase Jr. et de Cody Rhodes qui se suivent à la trace avec toujours une excellente chemistry entre les deux. Grande hit, bon catch, on a laissé du temps, 13 minutes 41. Victoire du Wolfpack face aux membres de la Legacy, puisque oui, Travis Fimmel a défait Ted DiBiase Jr. via pinfall après les interventions botchées successives de Ted DiBiase Sr. et de Don Callis qui étaient là près du ring, qui ont voulu bien faire, trop bien faire, se mêler du business de leur ancien protégé. Et la Legacy malheureusement perd à cause de ces interventions ratées, ce qui permet au Wolfpack, Mike Mizanin et Travis Fimmel de faire leur 5e défense du titre mondial par équipe. Eh oui, celui-là on l'a peut-être pas vu venir. Et enfin le main event, Steve Austin face à Chris Benoit, Fantastic 8, grand catch, tu m'étonnes, on a laissé du temps, 17 minutes 16, alors forcément Steve Austin était pas forcément très frais à la fin, on le sait, il a pas beaucoup de stamina, performance de 67 de Steve Austin, 82 de Chris Benoit, il y a eu du très bon catch, il y a eu une très grande hit, Fantastic 8, on a laissé plus de 17 minutes à ces deux garçons et la victoire va revenir à monsieur Chris Benoit qui va remporter le match via le diving headbutt. Il était lancé dans les cordes, Steve Austin groggy, il se prend le diving headbutt et donc il perd le match pour son dernier match à la All Elite Wrestling. Mais attention, il perd à cause d'une intervention extérieure, celle de monsieur
Kevin Nash, qui a fait son retour. Et oui, il a pu leader du groupe des Gentlemen, mais il est en aucun cas viré de la fédération. Et Kevin Nash, pour se venger, va coûter le dernier match, la dernière danse à Steve Austin. Et Chris Benoit fait sa 6e défense du titre mondial de la All Elite Wrestling. On fait un très bon 84 de performance générale. On va faire un speech, bien sûr. On va féliciter, je pense, Travis Fimmel qui a fait une très bonne performance. Oui, je sais, t'inquiète pas, hein, le casque, micro-casque, j'ai compris. On va féliciter, je pense, également Katsushika Okada qui a fait 2 matchs. On va lui faire un hug. Et peut-être aussi, allez, j'ai envie de féliciter Chris Benoit parce que Chris Benoit, c'est quand même toujours un garçon qui fait d'énormes performances. On est parti. Travis Fimmel a semblé content. Okada a été très content. Et Chris Benoit a été content du speech également. Écoutez, tout va bien dans le meilleur des mondes. On va tranquillement rentrer au mois de septembre, voilà, sous le beau profil de monsieur Hiroyuki Ono, qui est apparemment un arbitre japonais, voilà, qui a mis des chaussures rouges. Voilà, parce que il met des chaussures rouges, il aime le rouge, le monsieur, pourquoi pas. Et on va voir le bilan financier, bien sûr, l'évolution de la size, la hit des storylines et bien évidemment le prestige des titres. Voilà, alors que Mark Galloway est honoré. Voilà, parce que Mark Galloway, dans notre réalité virtuelle, il a terminé sa carrière. Hein, c'est vraiment retiré de wrestler. Voilà. Couleur et Rod Adjunt. Mais voilà, hein, pas plus loin, on catche plus, c'est terminé. Shelton Benjamin qui veut un meilleur push, ok. Brian Danielson qui va à la New Japan Pro Wrestling lui faire une offre, mais de toute façon il est loyal avec la fédération donc tout va bien. El Generico, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'El Generico c'est de la tournée, bien évidemment. En même temps, c'est vrai que quel est l'intérêt pour eux de les signer? Une position de booking qui est désormais disponible, mais ça ne nous intéresse pas. Time to Heal de Colt Cabana, Chris Hero qui se plaint. AW Bachalevich 4.44. Kevin Nash qui nous parle de Mark Briscoe qui dit qu'il ne connecte pas avec les fans. Voilà, le garçon va falloir lui apprendre à travailler. Très bien. Alors, déjà dans un premier temps, quand même vérifier pour Brian Danielson. Mais Brian Danielson, normalement, oui, tout va bien. On va quand même regarder Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, normalement, Shelton Benjamin, l'ami Shelton, il est mid-carder. Effectivement, le peur mid-carder, ça me semble être une meilleure option au vu des performances qu'il a réalisées. Alors, le bilan financier, sans plus attendre, on réalise 312 000 $ de profit. Donc forcément, si on compare au mois de mai, on a fait 5 shows, puisqu'il y avait un pay-per-view, c'est un petit peu moins. On fait 23 000 $, enfin 27 000 de moins, enfin 28 000 même, dollars de moins que ce qu'on avait pu faire il y a 3 mois. Ce qui foncièrement n'est pas forcément une énorme performance. Voilà. Par contre, on fait un meilleur ticket de sales, mais aussi en même temps, quand on regarde les coûts de worker, c'est un petit peu plus élevé qu'il y a 3 mois. Donc, le télé-revenu a un petit peu augmenté, enfin quoique par rapport au mai dernier, il est pareil. Le sponsor nous a donné un peu plus d'argent, la marchandise, on en a vendu un petit peu plus, le coût de worker a explosé, hein, tu te rends compte, on a presque fait 200 000 $ de plus, le coût des shows, c'est à peu près pareil, le coût de marketing, on est sur la même chose, le coût de marchandise, on en a forcément fait un peu plus parce qu'on a vendu plus, le coût de production, c'est exactement pareil, le MISC, à quelque chose près, c'est pareil, on a perdu un petit peu moins au niveau de la taxe, et ben on paye aussi un petit peu moins parce qu'on a fait un peu moins de bénéfices. Au niveau de la size, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des major moral issues. Non, tout va bien dans la compagnie, c'est magnifique. Au niveau de la size, track progress, est-ce qu'on a progressé? On a fait une égalité parfaite dans les Grands Lacs. On a progressé dans le Mid-Atlantique. Égalité parfaite dans le Mid-South, dans le Midwest, dans le New England. Dans le Northwest, on gagne un point dans le Southeast et dans le Southwest. On a fait une égalité parfaite dans la Tri-State et à Puerto Rico où on gagne un point à Hawaï. Voilà, même si on est toujours à 8 d'importance. C'est quand même important de le préciser. Au niveau des storylines, Generation Collision 69, Itzo le ballot héritage 82, on est bien monté. Nox vs Jetta Acte 2, c'est 74, mais on peut la terminer celle-ci, bien évidemment. Steve Austin, Last Dance, c'est pareil, 84, elle vient de se terminer aussi. Voilà. Et Too Much Respect, on est à 83. Écoutez, on est quand même sur des storylines plutôt intéressantes, elles sont bien hautes. Et on espère qu'on va pouvoir les faire perdurer à ce niveau-là d'intensité et de hit, au niveau du prestige des titres. Le titre intercontinental détenu par Bobby Roode, qui est désormais 2 fois champion intercontinental, c'est 85. Le titre féminin détenu par Jetta, on est à 68. Le titre World, on est à 85, toujours détenu par Chris Benoit, qui a fait 6 défenses de titre. Le titre World Tag Team, bien sûr, 85 avec 5 défenses de titre pour le Wolfpack, le championnat TBS est vacant, et le titre TNT est à 85 également pour un Claude Castagnoli qui est tout
fraîchement couronné champion de la télévision. J'espère que cette vidéo vous a plu les gens, si c'est le cas, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TW. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.